En ce moment même, quelque chose se brise, quelque chose que personne ne croyait possible de briser. Ce n'est ni un accord commercial, ni un discours, ni une bataille politique temporaire, mais quelque chose de bien plus grand. La confiance qui a tenu l'OTAN ensemble pendant plus de 75 ans commence à se fissurer, et cela se produit plus vite que quiconque l'avait prévu. Il y a à peine quelques jours, Donald Trump a utilisé un seul mot pour décrire les alliés les plus proches de l'Amérique. Il ne l'a pas dit en privé ni derrière des portes closes, mais au grand jour, à la vue du monde entier. Des lâches. Ce qui a suivi est quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire moderne. 8 alliés, des pays qui ont bâti toute leur sécurité autour de l'Amérique, ont commencé à se préparer à un avenir sans elle. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune annonce dramatique, seulement des gestes discrets, calculés, qui envoient maintenant des ondes de choc dans toutes les capitales du monde occidental. Au cœur de cette tempête se trouve une question qui aurait été impensable il y a à peine un an. L'Amérique est-elle encore un protecteur fiable ou le monde a-t-il déjà commencé à passer à autre chose? Apparemment, dans l'école trumpienne de la gestion des alliances, insulter publiquement ses propres partenaires est censé compter comme de la clarté stratégique. Ce qui est en jeu ici, c'est pas seulement une affaire de mots, ni seulement une affaire de politique, c'est la base même de l'OTAN qui est en jeu. Depuis 1949, l'OTAN fonctionne sur une seule promesse, une seule idée qui a rendu tout le reste possible. Si un pays est attaqué, tous les autres répondent. L'article 5, simple, clair, absolu. Derrière cette promesse, il y avait toujours une réalité que personne ne remettait en question. Les États-Unis seraient là, pas peu, être, pas parfois, toujours. Cette croyance a tout façonné. Partout en Europe, des pays ont fait un choix. Ils ont choisi de ne pas construire leurs propres armes nucléaires. Ils ont choisi de ne pas créer leurs propres capacités de dissuasion. Ils ont choisi de confier leur survie à l'Amérique. Cette confiance n'était pas gratuite. Elle avait un coût bien réel. Quand les attentats du 11 septembre ont eu lieu, l'OTAN a invoqué l'article 5 pour la première et la seule fois de son histoire. La réponse a été immédiate. Les Alliés n'ont pas hésité. Ils n'ont pas débattu. Ils sont venus. Des soldats du Canada, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, du Danemark et de bien d'autres pays ont été déployés en Afghanistan. Ils ont combattu dans une guerre qui n'avait pas commencé sur leur sol pour un pays qui leur avait demandé de l'aide. Plus de 3500 soldats alliés ont perdu la vie. Ce chiffre compte. 3500, c'était le prix de la loyauté. C'était le coût de la croyance en un système où l'Amérique serait là pour eux en retour. Aujourd'hui, des décennies plus tard, ce même système est sous pression d'une manière que personne n'avait prévue. Quand Donald Trump a traité ses alliés de lâches, cela n'a pas seulement sonné comme une insulte, cela a sonné comme quelque chose de bien plus dangereux. Cela a sonné comme un signal indiquant que la garantie sur laquelle il s'appuyait depuis des générations n'était peu, être pas aussi solide qu'il le croyait. Une fois que ce type de doute entre dans une alliance comme l'OTAN, tout commence à changer. Avec ce passé-là, les dernières démonstrations de force sonnent moins comme de la fermeté que comme une salle de briefing qui confond le volume avec la loyauté. Voilà ce que la plupart des gens ne voient pas. Les alliances ne s'effondrent pas du jour au lendemain, elles ne se terminent pas avec une seule annonce. Elles s'affaiblissent discrètement, étape par étape, décision par décision. C'est exactement ce qui se produit en ce moment partout en Europe. Les dirigeants ne posent plus la question qu'ils ont posée pendant des décennies, à savoir quelle est la solidité de l'engagement américain. Ils en posent une nouvelle. Que se passe-t-il si cet engagement disparaît? Une fois cette question posée, il devient impossible de faire comme si elle n'avait jamais été posée. Le monde a déjà connu des moments comme celui-ci, des moments où un glissement, une déclaration, une décision déclenche une réaction en chaîne que plus personne ne peut arrêter. Le problème d'un pouvoir qui gouverne par la moquerie, c'est que les alliés, eux aussi, savent écouter. Ce qui rend ce moment différent, c'est la vitesse. Habituellement, des changements comme celui-ci prennent des années, avec des négociations, des accords et des débats. Cette fois, cela se passe en temps réel. Les gouvernements bougent discrètement. Les armées ajustent leurs plans. Des conversations autrefois impensables ont maintenant lieu derrière des portes closes. Un pays en particulier observe tout cela de très près, non pas en Europe mais en Amérique du Nord.
Ce pays partage avec les États-Unis la plus longue frontière non défendue du monde. Il a fait confiance à l'Amérique, non seulement comme allié, mais aussi comme partenaire dans presque tous les grands conflits de l'ère moderne. Ce pays, c'est le Canada. Pour le Canada, c'est pas seulement un enjeu européen lointain, c'est personnel, c'est immédiat. C'est là que l'histoire commence à prendre un tournant que personne n'avait vu venir, parce que pendant que l'Europe se prépare discrètement à un avenir sans dépendre entièrement des États-Unis, le Canada se voit forcé d'affronter une question qui l'évite depuis des décennies. Que se passe-t-il si le bouclier auquel il faisait confiance n'est plus garanti? Ce que le Canada décidera ensuite pourrait tout changer. Pendant que les manchettes se concentraient sur un seul mot, lâche, ce qui s'est passé en coulisses était bien plus grave. Les gouvernements n'ont pas réagi avec colère et ils ne se sont pas précipités devant les caméras. Ils ont fait quelque chose de bien plus dangereux. Ils ont commencé à planifier discrètement, avec soin et dans certains cas avec urgence. Les premiers signes sont venus des capitales les plus puissantes d'Europe. Des conversations qui relevaient autrefois de la théorie sont soudainement devenues bien réelles. Les ministres de la Défense, les planificateurs militaires et les responsables du renseignement ont tous commencé à se poser la même question au même moment. Si les États-Unis reculent, ne serait-ce qu'un peu, qui comble ce vide? Et surtout, à quelle vitesse ce vide peut-il être comblé? En matière de sécurité mondiale, le temps est essentiel. Personne n'a des années pour réagir. On a des semaines, parfois des jours. C'est à ce moment-là que l'attention s'est tournée vers un pays en particulier, non pas les États-Unis, non pas le Royaume-Uni, mais la France. La France détient quelque chose qu'aucun autre pays de l'Union européenne ne possède, un arsenal nucléaire indépendant, non partagé, non dépendant, entièrement contrôlé. Pendant des décennies, cet arsenal a été considéré comme une protection nationale, un bouclier pour la France seulement. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire moderne, cette idée commence à changer, discrètement d'abord, puis tout d'un coup. Au centre de ce tournant se trouve Emmanuel Macron. Ce qu'il propose aurait semblé impossible il y a encore quelques années. Un parapluie nucléaire européen, non dirigé depuis Washington, non contrôlé par l'OTAN seule, mais ancré à Paris. Pendant plus de 75 ans, l'ossature nucléaire de la sécurité occidentale a été américaine. Aujourd'hui, pour la première fois, une autre option est sérieusement envisagée. Cela compte parce que la dissuasion nucléaire ne concerne pas seulement des armes. Elle concerne la confiance, une confiance absolue. La conviction que si le pire moment arrive, le pays qui détient cette puissance agira sans hésitation et sans condition. C'est ce que les Alliés croyaient à propos des États-Unis. Quand Washington transforme les garanties de sécurité en suspense de télé-réalité, les autres capitales cessent d'attendre le prochain épisode. C'est cette croyance qui maintenait le système stable. Dès que le doute entre dans cette équation, tout bascule. L'Allemagne a été parmi les premières à réagir. Un pays qui accueille depuis des décennies des armes nucléaires américaines a soudainement commencé à explorer de nouvelles possibilités. Pas publiquement, du moins au début, mais les signaux étaient clairs. Il y a eu des discussions sur une participation à la stratégie nucléaire française, des pourparlers sur des exercices conjoints et même des conversations sur la possibilité que des appareils allemands puissent un jour transporter des armes nucléaires non américaines. C'est pas un petit ajustement, c'est un changement structurel et l'Allemagne n'était pas seule. La Pologne, située en première ligne face aux tensions avec la Russie, a bougé rapidement. Ses dirigeants ont clairement montré qu'ils n'attendent pas qu'on les rassure. Ils se préparent à la réalité. Les Pays-Bas, la Belgique et la Suède se sont chacun rapprochés d'un cadre qui ne dépend pas entièrement de Washington. Il n'y a eu ni grand discours ni rupture officielle, seulement un réalignement discret qui se déroule sous les yeux de tous. Le détail qui change tout, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de conversations politiques. Ce sont des préparatifs militaires, de vrais déploiements, une vraie coordination, une vraie planification pour un avenir où l'Europe pourra se tenir debout par elle-même si elle le doit. L'ampleur de cela est impossible à ignorer. 8 pays, 8 alliés de longue date, qui avancent tous dans la même direction au même moment. Cela n'arrive pas par accident. Cela n'arrive pas à cause d'une mauvaise journée ou d'une seule déclaration controversée. Cela arrive lorsqu'un changement plus profond est déjà en cours. Le lien est impossible à manquer.
parce que chacune de ces décisions a commencé à s'accélérer après un moment précis, après un message qui a amené les alliés à remettre en question quelque chose qu'ils n'avaient jamais remis en doute auparavant. Non pas la puissance de l'Amérique, mais sa fiabilité. La puissance ne suffit pas, elle n'a jamais suffi. Dans les alliances, la fiabilité est essentielle. Dès que les partenaires commencent à douter de cette fiabilité, ils n'attendent pas une confirmation, ils agissent. Rien n'accélère l'autonomie stratégique européenne comme l'imprévisibilité américaine, rebaptisée fermeté. Cela ramène l'histoire au Canada, parce que le Canada n'observe plus cela à distance. Le Canada fait partie de cette équation. Un pays qui a toujours fonctionné sur une seule hypothèse, celle que sa sécurité est profondément liée aux États-Unis, fait maintenant face à une réalité où cette hypothèse est mise à l'épreuve non pas en théorie, mais en temps réel. La vérité inconfortable, c'est que le Canada ne possède pas d'armes nucléaires. Il n'a jamais choisi d'en construire. Il n'en a jamais eu besoin parce que l'entente était simple. Les États-Unis seraient là. C'était le bouclier, c'était la garantie. Mais dès que cette garantie commence à sembler incertaine, et dès que l'allié le plus proche devient moins prévisible, les dirigeants canadiens sont forcés d'affronter une question qu'ils évitent depuis des décennies. La réponse n'est pas simple. Tout mouvement qui éloigne d'une dépendance complète envers les États-Unis change tout, politiquement, militairement et stratégiquement. Pourtant, ne rien faire pourrait être encore plus risqué. Pendant que l'Europe bouge, pendant que la France s'avance, et pendant que de nouvelles structures commencent à se former, le Canada se retrouve à la croisée des chemins. Une voie consiste à tout laisser tel quel, à faire confiance au système, à faire confiance au passé, à croire que rien de fondamental n'a changé. L'autre voie pose une question beaucoup plus difficile. Et si justement quelque chose avait changé? Une fois cette question mise sur la table, elle ne disparaît plus. À partir de ce moment-là, l'histoire cesse d'être théorique et devient concrète. Pendant que l'Europe place ses pièces, pendant que les stratégies sont réécrites et que les alliances se redessinent discrètement, quelque chose s'est produit qui a sorti toute cette situation de l'ombre pour la mettre en pleine lumière. Une seule question directe, inévitable, posait droit à Marc Carnier. Elle ne venait ni d'un gouvernement rival, ni d'un responsable militaire. Elle venait d'un journaliste. Mais le poids de cette question portait quelque chose de beaucoup plus grand. La question était simple. Si les États-Unis devaient agir contre le Groenland, le Canada réagirait-il? On demandait à un pays de l'OTAN s'il défendrait un territoire lié à un autre allié contre les États-Unis eux-mêmes. Il y a à peine un an, cette question aurait semblé absurde, impossible, même offensante. Aujourd'hui, elle est posée officiellement et la réponse comptait. Marc Carney n'a pas paniqué, il n'a pas balayé la question du revers de la main. Il a choisi ses mots avec soin, de façon mesurée, contrôlée. Il a dit le Canada soutient fermement les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. Il n'y avait ni confrontation directe, ni escalade, mais il n'y avait pas non plus d'alignement inconditionnel. C'était le genre de réponse qui en dit long sans tout dire ouvertement. En diplomatie, ce qu'on ne dit pas est souvent plus important que ce qu'on dit. Cette réponse a envoyé un message non seulement à Washington, mais à tous les alliés qui regardaient cela se dérouler. Carney a répondu comme un homme parfaitement conscient que l'improvisation à la Trump a l'habitude d'arriver déguisée en doctrine. Le Canada réfléchit. Le Canada évalue. Le Canada ne tient plus rien pour acquis. Cela devient encore plus sérieux parce que cela ne se produit pas de façon isolée. La question du Groenland se rattache directement à une tension plus large qui se construit discrètement depuis un moment. Le Danemark, allié de longue date au sein de l'OTAN, a déjà été placé dans une position inconfortable. Des déclarations publiques, de la pression stratégique et même des discussions sur le contrôle du Groenland ont créé une situation où la confiance n'est plus automatique. Quand la confiance commence à se fissurer entre alliés, les conséquences ne restent jamais contenues. Elles se propagent parce que chaque pays qui observe cela se pose maintenant la même question. Si cela peut arriver au Danemark, si cela peut arriver à l'Europe, cela peut arriver à n'importe qui, et cela inclut le Canada, dès que le Groenland commence à apparaître dans les arguments géopolitiques comme un terrain vacant dans la présentation d'un promoteur, même les alliés les plus fidèles commencent à vérifier les serrures. Le portrait d'ensemble se dessine maintenant en pleine vue.
D'un côté, il y a les États-Unis, toujours la force militaire la plus puissante du monde, toujours l'épine dorsale de l'OTAN, toujours dotée d'une influence mondiale sans égale. Cela n'a pas changé. Mais la puissance seule n'est plus le seul facteur. La perception compte, la confiance compte, la constance compte. De l'autre côté, il y a un glissement croissant, la France qui entre dans un nouveau rôle, les pays européens qui coordonnent davantage leurs actions, des stratégies indépendantes qui se développent, non pas pour remplacer l'OTAN, mais pour se préparer à un avenir où dépendre d'un seul pays pourrait ne plus suffire. Et au milieu de ce glissement se trouve le Canada. La position du Canada est unique. C'est pas seulement un autre allié. Il est directement lié aux États-Unis d'une manière qu'aucun pays européen ne l'est. La géographie, le commerce, la défense, tout est imbriqué. Cela rend tout changement infiniment plus compliqué. Le Canada ne peut pas simplement partir, mais il ne peut pas non plus ignorer ce qui se passe. C'est pourquoi la conversation au Canada change plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Ce basculement ne se manifeste pas d'abord dans de grands discours ou dans des déclarations publiques, mais dans les analyses, dans les discussions de politique publique et dans les questions discrètes posées derrière des portes closes. Le Canada devrait-il diversifier ses partenariats de sécurité? Devrait-il s'engager plus profondément dans les cadres européens de défense? Devrait-il moins s'appuyer sur un système qui semble soudainement moins certain? Ce ne sont plus des idées marginales, ce sont des conversations bien réelles qui ont lieu en ce moment. Voilà ce qui rend ce moment si critique. Dès qu'un pays comme le Canada commence à poser ces questions, cela signale quelque chose de bien plus grand qu'un simple changement de politique. Cela signale un changement d'état d'esprit, un passage de l'hypothèse à l'incertitude. En matière de sécurité mondiale, l'incertitude change tout. Les alliances ne reposent pas seulement sur des traités. Pendant des années, l'entourage de Trump a vendu America First comme un slogan. Le reste de l'alliance entend maintenant la partie où chacun est apparemment censé se débrouiller seul. Elle repose sur une croyance, la croyance que lorsque le moment viendra, tout le monde se tiendra ensemble. Mais dès que cette croyance commence à s'effriter, les pays commencent à se préparer non plus à la coopération, mais à la possibilité de devoir tenir seuls. C'est dans cette direction que cette histoire se dirige. Les prochains développements détermineront s'il s'agit seulement d'un choc temporaire ou du début d'un réalignement permanent qui redessinera l'équilibre des puissances pour les décennies à venir. À ce stade, la situation devient impossible à écarter. Jusqu'ici, on pouvait encore soutenir qu'il ne s'agissait que de paroles, que de tensions, que de bruit politique qui finirait par s'estomper. Ce qui se passe maintenant n'est plus une affaire de paroles, c'est de l'action. Une action concrète, mesurable, indéniable, qui transforme déjà en temps réel la structure de la sécurité mondiale. Cela commence encore une fois avec la France, parce que ce que la France construit n'est plus un concept. Cela devient un système, un véritable cadre opérationnel conçu pour faire une seule chose, étendre la protection nucléaire au-delà de ses propres frontières. C'est là que le basculement devient historique. Pendant des décennies, la dissuasion nucléaire au sein de l'OTAN était centrée sur les États-Unis, les ogives américaines, les vecteurs américains, le commandement américain. C'était le cœur du système. Maintenant, pour la première fois, un autre pays entre dans ce rôle de manière significative. Des avions français capables d'emporter l'arme nucléaire sont préparés pour une coordination élargie. Les exercices militaires sont étendus. La planification stratégique est partagée avec les alliés d'une manière qui dépasse largement la coopération symbolique. Il ne s'agit pas de remplacer l'OTAN du jour au lendemain. Il s'agit de créer une capacité parallèle, une capacité capable de fonctionner, même si l'appui américain devient incertain. Une fois qu'une structure de ce genre commence à prendre forme, elle crée son propre élan, parce qu'aucun pays ne veut être le dernier à s'adapter. Il s'avère que traiter la dissuasion comme du théâtre de campagne pousse les autres pays à construire une scène de secours. L'Allemagne continue de se rapprocher, la Pologne accélère sa posture de défense. De plus petits pays, qui dépendaient autrefois complètement du système existant, cherchent maintenant des couches supplémentaires de protection, non pas parce qu'ils veulent rompre,
mais parce qu'ils estiment devoir être prêts à toute éventualité. Vient ensuite le moment qui définit vraiment à quel point la situation est devenue grave. Le Danemark, un pays qui se tient aux côtés des États-Unis depuis des décennies, un pays qui a payé un vrai prix dans les conflits passés, un pays qui n'a jamais remis en cause sa place au sein de l'Alliance, prend maintenant des mesures qui auraient été impensables à une autre époque. Les infrastructures sont réévaluées. L'accès militaire n'est plus considéré comme allant de soi. Les actifs stratégiques sont évalués non seulement en fonction de la défense, mais aussi du contrôle, le contrôle de qui peut les utiliser, le contrôle de la manière dont ils sont utilisés, le contrôle de la possibilité même de les utiliser. Il ne s'agit pas d'une résistance symbolique, il s'agit d'une préparation à un scénario qui, jusqu'à tout récemment, n'existait pas dans les planifications sérieuses. La possibilité de devoir limiter des opérations militaires américaines sur le territoire d'un allié. Dès que des alliés commencent à planifier, commencent à restreindre entre eux, on n'est plus devant une alliance stable. On est devant un système sous tension. Quand des partenaires commencent à planifier autour de Washington au lieu de planifier avec Washington, la marque du leadership fort commence à ressembler étrangement à un désordre très coûteux. Tout cela ramène encore une fois au Canada. Pendant que ces changements se produisent de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada observe quelque chose de très précis. Non seulement la montée d'une alternative européenne, non seulement la tension au sein de l'OTAN, mais la vitesse à laquelle tout cela se déroule. Et la vitesse change le calcul. Les changements lents peuvent être gérés, débattus, retardés. Les changements rapides forcent des décisions. Le Canada fait maintenant face à un calendrier qu'il n'avait pas prévu. Devrait-il approfondir sa coordination avec l'Europe? Devrait-il rester totalement aligné sur les États-Unis et croire que ce moment passera? Ou devrait-il commencer à se préparer à un avenir dans lequel il lui faudra plus d'options qu'il n'en a aujourd'hui? Aucune de ces questions n'est simple parce que chaque option comporte un risque. Se rapprocher de l'Europe pourrait tendre sa relation avec Washington. Ne rien faire pourrait le laisser exposé si le système continue de bouger. Tenter d'équilibrer les deux pourrait créer de l'incertitude de tous les côtés. Pourtant, ne rien faire du tout pourrait être le plus grand risque de tous. Ce qui devient clair maintenant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une perturbation temporaire. Il ne s'agit pas d'un seul moment politique qui finirait simplement par s'effacer avec le temps. Trop de décisions ont déjà été prises, trop de plans sont déjà en marche. Voilà la facture cachée d'un pouvoir gouverné par la menace, l'insulte et le spectacle permanent. À la fin, même vos alliés commencent à budgéter votre imprévisibilité. La France élargit son rôle. Les alliés européens ajustent leur stratégie. Le Danemark redéfinit le contrôle de son territoire. Le Canada est entraîné dans une conversation qu'il n'avait jamais prévu avoir et tout cela se produit en même temps. La réalité qu'aucun dirigeant ne peut plus ignorer, c'est que dès que les structures militaires commencent à changer, dès que des déploiements sont planifiés, dès que des cadres de coopération sont mis en place, ils ne disparaissent pas tout simplement. Même si les tensions s'apaisent, même si les dirigeants changent, même si la rhétorique se calme, le système a déjà commencé à évoluer. Plus il évolue profondément, plus il devient difficile de revenir en arrière. Cela signifie que ce qui se passe maintenant n'est pas seulement une réaction, c'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait redéfinir la manière dont les alliances fonctionnent, la manière dont la confiance se mesure et la manière dont les pays se protègent dans un monde où la certitude n'est plus garantie. À ce stade, il n'y a plus de retour en arrière. Chaque déclaration, chaque décision, chaque geste discret posé en coulisses a déjà franchi une ligne dont les alliances se remettent rarement. Non pas parce qu'elles s'effondrent du jour au lendemain, mais parce que quelque chose de bien plus important a été ébranlé, la certitude. Pendant plus de 7 décennies, le monde occidental a fonctionné sur une hypothèse simple. Le système tiendrait. Peu importe la tension, peu importe le désaccord, quand cela compterait vraiment, l'alliance tiendrait ensemble. Cette croyance n'a jamais été inscrite dans un seul document, mais elle était comprise par chaque dirigeant, chaque planificateur militaire, chaque nation qui plaçait sa sécurité dans ce système. Aujourd'hui, cette croyance n'est plus absolue. Quand Donald Trump a utilisé ce seul mot, lâche,
Il a fait plus que provoquer l'indignation. Il a imposé une question qu'il est désormais impossible d'effacer. Et si la garantie n'était plus garantie? Dès que cette question existe, tout commence à se déplacer autour d'elle. Ce qui ne peut déjà plus être inversé est assez clair. La France s'est avancée et a commencé à élargir son rôle nucléaire d'une manière qu'elle n'avait pas adoptée depuis des décennies, non pas comme un symbole, mais comme une stratégie, un véritable cadre opérationnel auquel d'autres pays s'alignent maintenant. Plusieurs alliés européens se sont rapprochés de ce cadre, non pas en théorie, mais dans la planification, la coordination et la préparation, construisant discrètement des options qui n'existaient pas auparavant. Le Danemark réévalue le contrôle de son propre territoire stratégique d'une manière qui signale un niveau de prudence envers un allié qui aurait été impensable il y a encore très peu de temps. Le Canada, un pays qui a toujours fait front commun avec les États-Unis, fait maintenant ouvertement partie d'une conversation sur la souveraineté, l'alignement et les futurs choix de sécurité. Ce ne sont pas des réactions temporaires, ce sont des changements structurels. Dès qu'un pays commence à bâtir des options de rechange pour sa propre survie, il ne les abandonne pas ensuite simplement. Même si les tensions se refroidissent, même si les dirigeants changent, même si les relations s'améliorent, le plan de secours devient une partie du système. Dès qu'un nombre suffisant de pays adopte cet état d'esprit, tout le système change. C'est ce qui est en train de se produire. Il ne s'agit pas de la fin de l'OTAN, ni d'un effondrement soudain, mais d'une transformation, d'un passage d'une structure de sécurité unique et dominante vers un réseau d'alliances plus fragmenté, plus prudent, plus incertain. Dans un monde comme celui-là, la puissance n'est plus seulement une affaire de force, c'est une affaire de confiance. Un bouclier nucléaire, ce n'est pas seulement du métal et des machines, c'est une promesse, la promesse que, dans le pire moment imaginable, une nation risquera tout pour une autre. Pendant des décennies, cette promesse pointait dans une seule direction. Aujourd'hui, pour la première fois depuis une génération, elle commence à se diviser. Certains pays continuent de regarder vers Washington, d'autres commencent à regarder vers Paris. Des pays comme le Canada se trouvent entre les deux, essayant de décider quel avenir est le plus sûr. Et une fois que la confiance est remplacée par la planification de contingence, aucun effet de manche trumpien ne peut facturer à l'Alliance un retour à la normale. C'est la partie qui devrait obliger tout le monde à prêter attention. L'histoire n'attend pas la clarté. Elle ne s'arrête pas pendant que les dirigeants débattent. Elle avance en fonction des décisions prises dans des moments exactement comme celui-ci, des moments d'incertitude, des moments de tension, des moments où les anciennes règles ne semblent plus aussi solides qu'autrefois. Le monde n'attend pas de voir ce qui va se passer ensuite. Il s'adapte déjà. Chaque nouvel accord, chaque exercice militaire, chaque conversation stratégique est un pas vers un avenir différent du passé. Un avenir où aucun pays ne détient à lui seul toute la confiance. Un avenir où les alliances sont plus souples mais aussi plus fragiles. Un avenir où chaque nation doit réfléchir non seulement à qui se tient à ses côtés, mais à ce qui arrive si personne ne le fait. Voilà la véritable histoire. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été dit, ni seulement de qui a réagi, mais de ce qui a déjà changé. Dès que la confiance commence à se fissurer à ce niveau, elle ne revient jamais complètement. Elle évolue vers autre chose, quelque chose de plus prudent, de plus calculé, de plus incertain. La question maintenant n'est pas de savoir si le système va changer. Il a déjà changé. La question est de savoir jusqu'où cela ira et si le prochain mouvement apportera de la stabilité ou quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il ne s'agit pas seulement de politique, il ne s'agit pas seulement de manchettes. C'est l'avenir de la sécurité mondiale qui est en train d'être réécrit en temps réel.